Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la price action, simplement une analyse rapide et normale de ce qu'on fait d'habitude, mais pas de sujet particulier. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. On n'a que la structure. Vous voyez qu'on a enlevé plus ou moins tous les dessins, tous les indicateurs. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et éventuellement mettre un like. Ça, c'est très important. Faites-le maintenant si vous avez le temps d'ailleurs. Ça pousse bien la chaîne. Ou un commentaire d'encouragement, ce genre de choses. On est donc sur le BTC face au dollar comme d'habitude. Ici, la structure en daily. Plusieurs possibilités sur la structure en daily. On a la première possibilité qui est pas forcément celle que moi je privilégierais à ce stade, mais elle est possible. C'est qu'en fait, on fasse une flat ici, hein, d'accord, que cette correction en daily se fasse en flat, c'est tout à fait possible, et que ensuite on dégage vers le haut. Peut-être un coup à jouer, notamment à peu près dans les niveaux précédents, où là on a un niveau qui pourrait en tout cas marquer rebond autour des 23 300. Quand on regarde la structure en 4 heures, et là je vais vous mettre derrière le Lux Algo, alors là vous voyez, ça c'est très intéressant, je vous avais mis ici le 0,618. Hier, à partir du moment où on a perdu ce point là, j'ai dit sur le Discord, la structure en tout cas se retourne. Donc personnellement, je vais plutôt ici être en recherche de short. Donc j'ai fait une recherche de short ici à 24. Le short n'a pas fonctionné, mais je suis sorti à break-even. Donc j'ai réussi à sortir sans perte. Et ici, sur cette zone-là, j'ai fait une tentative aussi. Je vais vous montrer sur la time frame un peu plus petite. Où là on avait une zone où on pouvait potentiellement avoir un double top et dégager en dessous. Celle-là n'a pas marché, elle a été prise en perte, et puis finalement j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire cette fameuse structure en short pour potentiellement, vous voyez ici comme on perd la structure, tout simplement on est obligé de jouer derrière la perte de la structure, c'est-à-dire continuation de la structure au-dessus. Comment elle est la structure au-dessus? C'est relativement simple. À partir du moment où on perd ce point-là, vous comprenez qu'on perd cette escalade-là. Voilà, vous comprenez, là c'est pas compliqué. Si on perd ici ce point-là, ça veut dire qu'on n'est plus en train de faire une escalade ici vers le haut, mais que sur la structure plus grosse, on est en train d'escalader vers le bas. Donc là, mon anticipation, c'est un nouveau plus bas, d'accord? On est plutôt dans ce type de structure-là que dans la structure précédente. C'est pas très compliqué. On a essayé de jouer le triangle ici, on l'a pas eu. Donc à partir de là, il faut, au moment où il faut établir ici une stratégie qui est la direction. Et ici, pour moi, la direction, elle était plutôt shorteuse. Bravo à ceux qui ont pris ce up, hein, la prise de liquidité ici. Vous voyez qu'elle correspond tout pile à un rebond au 0,618. Donc pour moi, cette structure est potentiellement vouée à continuer. Vous le voyez ici, on descend et on retrace la structure très exactement sur le nombre d'or. Et puis là, ensuite, on est en train de repartir. Tout à fait possible également, de repartir avec une zigzag tronquée, c'est-à-dire une zigzag qui retouche ici le point précédent et de repartir en haut, donc faire une sorte de double bottom ici à ce stade. On aura la réponse bien évidemment que si on fait un nouveau plus haut sur la structure. C'est pas très compliqué vraiment de comprendre ce genre de price action, et c'est sincèrement ce qui fonctionne le mieux. Ça marche mieux que le RSI, ça marche mieux que, parce que ça vous donne tout simplement la direction à aller chercher. Donc très important, la perte de ce point là. Ça nous retourne la structure qui était haussière ici à ce stade. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on perd la logique d'une flat ici? Non, pas pour le moment, mais moi ce ne serait pas mon scénario privilégié que de faire une flat ici. Je vois plutôt une perte ici de ce plus bas là. Maintenant je peux me tromper, encore une fois, pour le moment c'est pas extrêmement grave si je me trompe, puisque on pratique des entrées maîtrisées, on n'en fait pas 50 000 et on reste dans le plan initial. Si jamais on continue ici, vous le voyez en gros sur cette trend là, on continue à hausser, tant mieux, il y aura un point d'entrée ici pour potentiellement se dire que, en fait, on va venir péter la liquidité qui se trouve au-dessus de ça. Donc on va le voir dans la liquidité tout ça, mais comprenez bien ici que la price action, c'est important de la regarder en permanence et c'est important de se donner des points d'invalidation. Ici, personnellement, moi, ça m'a empêché de prendre ce up là, mais par contre, ça m'a permis de prendre ce down qui est ici. Donc, finalement, la direction que j'avais dans mon plan est plutôt la bonne. Et concrètement, comme vous le voyez, on aura un fort point de validation short, bien évidemment, si on fait ce rebond au 0,618 et ensuite une AB égale CD. Une AB égale CD, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire tout simplement prendre ce mouvement-là, le reporter en haut
de celui-là, d'accord? Et du coup, on aurait ici une target, a priori autour des 22,9. Le truc, c'est que si on perd tous ces niveaux-là, on active quand même des zones qui sont, entre guillemets, plus sensibles. C'est-à-dire que ici déjà on a un double top qui est potentiellement en train d'être, vous le voyez, d'être validé ici. Hein. Bon là l'Eurotest a enfoncé, mais c'est normal, on avait délivré très vite, donc ce rebond au 0,618 il est tout à fait sain. Et puis, enfin tout à fait sain pour repartir en bas, hein, bien évidemment. Donc on aurait ici une première target au 22,2 et si on active, si on considère le double top dont je vous parlais tout à l'heure, on aurait déjà ici également une deuxième target qui se trouverait à peu près dans cette zone-là. Dans cette zone-là, pour moi, on est un petit peu au milieu de rien, c'est-à-dire qu'on a ce fair value gap ici, et vous comprenez que en 4 heures, théoriquement, si on fait ce type de mouvement, on va plutôt venir chercher le creux précédent. Le creux précédent, il est à combien? 22 300. Donc, intéressant, niveau très intéressant dont on parle depuis plusieurs jours, c'est ce fameux creux ici qui n'a jamais été testé avec cet endroit où le prix a délivré très vite en hausse. Donc du coup, ça nous donnerait effectivement une sorte de Bart Simpson sur lequel on redescend, on annule toute cette figure-là et ensuite ça nous permettra ici de prendre le jus pour venir repéter éventuellement. Donc tout ça c'est des scénarios, je sais pas d'ailleurs, je sais pas vraiment quelle est la bonne manière de dire, mais la question bien évidemment c'est ici de se dire, bon ben moi je vais plutôt chercher une direction, et comme ici vous le voyez on est en range, hein, plus ou moins, hein, si on le voit comme ça, bah, potentiellement déjà sur en tout cas ce niveau là, ne pas hésiter à descendre son stop loss en top profit et en stop profit et en loquant ses profits, parce que effectivement un rebond à ce stade est tout à fait jouable pour ensuite revenir péter le top. Donc voilà, ça c'est l'idée. Vous comprenez vraiment ici totalement le type de price action qu'on est en train de regarder. On regarde également ici potentiellement si on perd le fameux niveau qui va se trouver ici à 23,3. On active également un autre double top qui lui est encore plus haut, encore plus grand et qui potentiellement pourrait nous emmener jusqu'au 21,5. Voilà. Donc là on a vraiment tous les paliers. Pour moi, premier palier 22,9, deuxième palier 22,3, troisième palier 21,5. C'est les paliers que je vous ai déjà donnés depuis un certain temps, si jamais on perdait effectivement ce niveau-là. Pardon. Ça on va le virer, si jamais on perdait ce niveau-là. Donc ce rebond au 0,618 est tout à fait logique. Pour l'instant, on va jouer la continuation, c'est-à-dire dans la tendance qu'on essaye de venir épouser, il va plutôt y avoir l'idée qu'on va faire un nouveau plus bas. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Vous avez les 3 TP. Si jamais on tient ce niveau-là, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas de perte, par exemple là, si on remonte ici et qu'on commence à retracer, ça veut dire qu'effectivement cette zigzag-là, elle pourrait être tronquée. Excusez-moi, je vous embrouille un petit peu et j'en mets beaucoup là, mais... on va faire comme ça, voilà, on va virer celui-là. Donc cette zigzag ici pourrait être tronquée. C'est-à-dire que c'est une zigzag qui vient pas chercher son 1 pour 1. Ça arrive. Et c'est-à-dire que si je vous le mets comme ça, on va regarder à peu près si jamais elle reste à peu près au niveau, mais ça doit correspondre à peu près au 0,618. Voilà, une zigzag tronquée ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est à 23,577 pour éventuellement repartir haussier. Ça serait extrêmement boule, bien sûr, de le faire comme ça, même si jamais on faisait, comment dire, cette flat ici, vous savez que moi j'ai plutôt une target qui est haussière à 27, mais pour le moment j'essaye d'épouser les corrections qui sont en cours, et que donc du coup, on va prendre ça, bah, du coup si on reporte et qu'on termine cette flat ici, on va anticiper le fait qu'elle recasse en haut et qu'on vienne chercher les 25 200 $, admettons qu'on la mette parfaite, c'est-à-dire une régulière flat, on aurait une target ici à 27,7, donc légèrement au-dessus, encore que non, ça correspond plutôt bien à la target de l'élargissement ascendant qu'on regarde en daily depuis désormais quelques jours, élargissement ascendant que je remonte pour les nouveaux, et qui serait potentiellement cette idée qu'on est en train de faire un élargissement symétrique de sommet, qui est ici, et donc c'est une figure plutôt bullish où la target, si on la divise par 2, on a plus de chances de l'atteindre. La vraie target ici, elle serait à peu près par là, au 31 000, mais si on la divise par 2, beaucoup plus de chances de l'atteindre, et on est pour le coup ici à 27,7. Donc on a les points d'invalidation ici, c'est-à-dire la perte tout simplement, je me remets en 4 heures pour vous montrer, la perte tout simplement, merde, excusez-moi,
La perte de ce niveau-là avec force, et à ce moment-là on pourra considérer qu'éventuellement on est sur quelque chose de plus important qui peut enfoncer jusqu'à 21,5, et pour le moment moi c'est plutôt la direction que je recherche. Néanmoins je verrouille mes profits assez tôt. Là on a délivré très vite, vous le voyez, donc c'est relativement simple sur par exemple une 5 minutes. Ouais, on va faire comme ça, ouais. Peut-être pas une 5 minutes, on va mettre une 15. Voilà, sur une 15 minutes, vous voyez que ici, vous pouvez marquer, quand vous êtes ici dans le trade, tout simplement la trend de la descente, d'accord? Ici, d'abord, on a une trend qui est comme ceci, et puis ensuite, elle accélère une nouvelle fois, et puis ensuite, on a une trend qui accélère très fortement. Donc, à partir de là, on comprendra que cette phase de distribution est finie. Quand on vient chercher ces niveaux, quand on vient les casser, quand on vient clôturer des bougies au-dessus de ces niveaux-là, on comprendra que cette correction est finie. Vous pouvez en mettre même en une minute des trends, hein, vous pouvez faire ce très joli arc ici pour bien comprendre, mais personnellement, moi, ce que je conseille dans ces cas-là où on n'est pas tout à fait sûr de la direction, mais qu'on veut locker ses profits, c'est tout simplement que votre stop, vous allez le faire descendre ici en fonction de la trend. C'est-à-dire que petit à petit, alors vous mettez un creux en arrière, hein, bien évidemment, mais petit à petit, au fur et à mesure que le prix descend, vous épousez la trend. Si jamais vous faites sortir sur un rebond, c'est pas grave, vous allez rechercher une autre structure en une minute qui vous emmènera là. Et là, vous voyez qu'en l'occurrence, moi, je me suis fait sortir de ce short ici, sur ce point-là. Parce que je m'attends, étant donné qu'on a délivré ici très vite, je m'attends éventuellement à un retracement haussier. Est-ce que ça veut dire que je longue le retracement haussier? Personnellement, moi, c'est pas le genre de technique que je fais, vous pourriez le faire, hein. Mais est-ce que ça veut dire que ici, par exemple, j'essaye d'attraper cette structure pour venir combler ce gap-là, hein. Vous comprenez que c'est ici qu'on a délivré relativement vite. Là, on descend, on revient tester le top précédent. Ici, d'accord? Ici, on descend, on revient tester le top précédent. Même chose. Ici, on descend, on n'a pas vraiment testé, par exemple, ce top-là, ni ce top-là, ni ce top-là. Le seul qui a été testé, c'est celui-là. Donc, si jamais, à un moment donné, on va dire, le niveau doit breaker à ce stade-là, on saura que principalement, on est peut-être sur un mouvement qui revient chercher, et donc cette fameuse zigzag tronqué. Donc voilà l'idée. En tout cas là pour moi j'aurais tendance ici à chercher des setups à nouveau en short. C'est la direction ici, la structure nous donne la direction. À nouveau en short une fois qu'on aura couvert éventuellement ce gap, c'est-à-dire autour des 24 200 $. Voilà, on pourrait regarder vite fait on va se mettre en 4 heures et on va regarder le Lux Algo. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez que hop, on va reprendre tout ça. Le Lux Algo Price Action Concept, qui est intéressant comme indicateur, puisqu'il nous dit tout sur la structure en quelques vues. Ici, vous voyez que la 15 minutes a changé de caractère, elle est désormais baissière. La 1 heure a changé de caractère. Ça ne veut pas dire qu'elle est baissière, ça veut dire qu'elle a un caractère baissier, d'accord? Le vrai moment où elle passe baissière, c'est quand il y a un BOS, donc un break of structure. La 4 heures, elle est passée en break of structure, bien évidemment quand on a perdu ce point-là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et c'est ça qui fait que, théoriquement, comme la 4 heures passe baissière, et que nous, on est plutôt des trader, intraday, on essaye de choper le mouvement qui va dans plusieurs jours, mais dans la même direction que ce que nous dit ce mouvement, ne pas se battre contre la direction principale que vous pouvez choisir, soit dans une time frame 1 heure si vous faites des trades très courts, soit dans une time frame 4 heures si vous cherchez plutôt, on va dire, le grand swing, c'est-à-dire là en l'occurrence, moi, ce que je recherche plutôt, c'est un bon point d'entrée si à un moment donné, on dévisse relativement fortement, par exemple, jusqu'au 22,3, 22,5, etc. Pour le moment, j'ai locké assez vite. Peut-être que c'est une erreur, c'est également ce que j'avais fait ici, et vous voyez que j'ai perdu une bonne partie du mouvement, mais je préfère, moi, sécuriser. Ici, je suis plutôt une serrure en trading que vraiment, ici, quelqu'un qui va essayer d'aller chercher des trades tout de suite extrêmement longs. Je préfère locker des profits, et parce que j'ai du temps aussi, parce que je peux passer vraiment du temps devant les charts, et donc du coup, c'est un plus que j'ai, c'est-à-dire que je peux rechercher à nouveau des entrées derrière. Donc voilà pour le price algo, vous voyez que c'est mitigé, on a une 15 minutes qui a changé de caractère mais qui n'a pas cassé. On a une 1 heure qui a changé de caractère mais qui n'a pas cassé, il n'y a pas eu le BOS. On a une 4 heures qui, elle, pour le coup, a breaké sa structure et c'est ce qui fait qu'on a switché plus en short. La direction est plutôt short. Et on a une daily qui est toujours en up. À partir du moment où on ne perd pas ce creux des 21,5, la daily est toujours haussière. Vous voyez que sur la daily, hop, vous allez le voir ici. Là, le BOS il est là, le break of structure il est là sur la daily, donc quand on aura entre guillemets abdiqué sur la daily quand on perdra les fameux 21,5.
Voilà, vous le voyez aussi sur la daily, ben, on a un gros order block effectivement entre 21,3 et 21,8, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Petit order block ici autour des 16,17. Et on a quand même une majorité de la valeur en haut. C'est ce qu'on va voir quand on va regarder la liquidité. Voilà pour ces points-là. Bon, là, on était sur le spot, mais vous reportez sur la même analyse sur les pertes sur Bybit. On a déjà fait 15 minutes sur BTC, donc on va essayer d'envoyer du bois parce que je voulais faire une vidéo courte aujourd'hui, et puis ça y est, je me mets à parler. Ici, Ether qui est un petit peu dans la même configuration, sauf que pour le coup, sur Ether, on a perdu des niveaux plus importants. Hein, vous voyez que sur Ether, on était passé déjà baissier sur la daily ici. Ça ne veut pas dire que Ether va nécessairement ici être littéralement baissier, mais ça veut dire que sur Ether, on s'attendra plutôt ici à chercher, si on doit chercher une flat, quelque chose qui soit de l'ordre d'une flat étendue. D'accord? Là où Bitcoin, il s'est arrêté là. Excusez-moi, là où Bitcoin il s'est arrêté là, et ben en fait Ether il a enfoncé plus, donc on cherchera plutôt ici une flat étendue. Est-ce que étant plus risqué, plus risquant que Bitcoin, Ether nous donne des signaux plus en amont? Peut-être, je suis pas convaincu nécessairement que ça soit ça, mais voilà. Ici intéressant aussi, c'est que si jamais Ether vient casser... Mais là, on a vraiment une jolie structure qui se dessine. Si jamais Ether, à ce stade, rebondit et vient casser, vous voyez qu'on a une magnifique épaule-tête-épaule. Ici, figure de retournement. Target pour Ethereum. Alors, nous, on avait des targets sur d'autres figures qui étaient autour des 2000 $. On va voir si ça colle à peu près. Donc on dégage ici, et ça nous donne la même chose, 2000 $. Vous voyez que quand les choses se rejoignent ici, donc bien évidemment, si on casse ici les 1007, on a vraiment des très bonnes chances sur Ethereum d'aller à 2000 $ grâce à cette tête-épaule inversée. Voilà, pas de grand chose de plus à dire, sauf que du coup sur Ethereum, le creux principal il est à 1005, celui que je mettais à 22,3 sur Bitcoin pour le coup il est à 1005, et le niveau à ne surtout pas enfoncer, il est à 1463, là où sur Bitcoin il était à 21,4, 21,5. Voilà, c'est fait pour Ethereum également, on est allé un petit peu plus vite, c'est bien. On va faire les news maintenant. Alors les news, deux choses, on va parler un petit peu, parce que vous le savez maintenant, on va mettre un petit peu d'analyse de tout ce qui est marché asiatique et indo-pacifique sur les analyses, parce que je pense que c'est important. Attention en Inde, où le groupe Adani, pour ceux qui ont regardé les saisons de Formula One, etc., c'était celui qui était sur India Force, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui représente quand même beaucoup pour l'économie indienne, et littéralement en train de se faire défoncer, avec une perte de moins 75%. Je ne sais pas exactement quelles sont les narrations autour de ça, etc. Je ne me suis pas renseigné. Mais en tout cas, en Inde, potentiellement que ça pique un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir une contagion sur toute la zone, on va dire, entre guillemets, BRICS ou pas? Je ne pense pas. Mais voilà. On va aller regarder aussi le Shanghai Composite Index. Shanghai Composite Index qui, je voulais pas montrer quand j'avais fait l'analyse sur BTC. BTC, le côté en fait, est-ce que BTC n'est pas en train de devenir un peu le nouvel actif, est-ce que la Chine, est-ce que le bull run pourrait être asiatique? Et là j'essaie de vous le mettre ensemble. Ouais, pardon. On va y arriver. Hein. J'ai mis une nouvelle échelle de prix, pourtant pourquoi il bouge pas? On va faire ça, hop. On est en 1 heure, c'est bien, on va le mettre un peu plus grand. Hop, on va rajouter ça, tac, ouais. Donc vous voyez que depuis le début de l'année, depuis le 23 décembre, là où j'ai mis ici cette marque, on a quand même une corrélation assez forte, ou en tout cas dans la charte, on peut voir que, à part sur ce moment-là où ça a complètement décorrélé, mais on peut voir qu'effectivement, et ce moment-là où Bitcoin a beaucoup plus enfoncé que le Shanghai Composite Index, mais on a quand même un petit lien entre ce qui se passe côté Asie et ce que nous dit Bitcoin. Vous voyez, correction ici. Alors vous allez me dire que tout est lié, hein, bien évidemment, le Shanghai Composite est bien évidemment lié au S&P, etc. Si on regarde le Correlation Index, on va le regarder en daily. Vous voyez que
là où nous, on avait vu, quand on avait fait l'analyse sur corrélation S&P avec Bitcoin, une corrélation qui n'était pas énorme, et ben là, en tout cas du 26 décembre jusqu'au 16 février, on a eu une énorme corrélation, on était proche de 1. Actuellement, on est plutôt décorrélé depuis le 17 février, donc depuis une semaine. Pourquoi? Tout simplement, vous voyez que la structure enfonce plus du côté de Bitcoin, on a plus de vol que du côté de Shanghai Index. Mais à suivre, et je trouve que c'est intéressant de regarder le Shanghai Composite Index pour apporter de l'eau à notre moulin de l'analyse de BTC. On va faire les news, mais avant on va faire les petites pages de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc voilà, ici, sur le Wall Street Journal, pas mal de tensions, bien évidemment, entre les US, la Chine, la Russie, etc. En ce moment, c'est un petit peu tendu. Suite à l'histoire des ballons, etc., Taïwan, toutes ces choses-là. J'avais fait un sujet qui ne peut être plus d'actualité lors de la visite de Pelosi à Taïwan sur les semi-conducteurs. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, ça doit être dans la liste, mais j'expliquais vraiment le poids de TSMC, le fait que TSMC, qui est une firme taïwanaise, sait produire les semi-conducteurs les plus fins au monde, là où on est vraiment sur de la précision, alors que Intel n'en est pas capable. Donc les Chinois veulent Taïwan, les États-Unis veulent la technologie de Taïwan, ils veulent pas la liberté du Taïwanais moyen, ils veulent tout simplement leurs semi-conducteurs. TSMC a signé un accord pour construire une usine, je crois que c'est en Arizona, pour faire des semi-conducteurs de pointe directement sur le sol américain. Et du coup, il y a des enjeux là-dedans qui sont plus importants, enfin qui sont même tout simplement les enjeux du 21e siècle. L'Europe est à la traîne, l'Europe a payé pour faire... Excusez-moi, c'est nerveux. Pour faire une usine Intel, donc la moins bonne technologie, en Europe, qui sera moitié en Allemagne et moitié en France pour ne pas transférer les technologies entre les deux. Excusez-moi, c'est nerveux parce que des fois c'est tellement c'est tellement risible que voilà. Donc nous on a la technologie américaine pourrie, on veut pas théoriquement se partager parce qu'il y a bien évidemment des zones stratégiques d'importance entre la France et l'Allemagne, donc il y aura pas une usine commune mais il y aura 2 usines, donc ça va faire l'aller-retour entre les deux et il y aura pas de transfert de technologie comme ça.
On paye cette usine, on paye Intel pour venir faire cette usine chez nous, et les Américains payent Taïwan pour venir récupérer la meilleure technologie chez eux. D'où la protection des États-Unis avec Taïwan, et d'où l'importance de la market cap de TSMC, qui est le plus gros, et je pense qu'il produit d'ailleurs un bon 80% de tous les semi-conducteurs de pointe dans le monde. Et en ce moment, Huawei en Chine, et ça avait été à l'époque ce sur quoi Trump s'était un petit peu énervé, etc. Huawei est en train de produire une usine à plusieurs centaines de milliards de dollars qui, elle, va être capable de faire potentiellement aussi bien, voire mieux que TSMC. Donc les Chinois veulent plutôt une territorialité sur Taïwan, mais le problème des semi-conducteurs, il est réglé puisque les Chinois ont investi massivement et qu'à un moment donné, ils vont réussir à sortir ces semi-conducteurs, entre guillemets, des usines, des lignes de production. Donc c'est pas pour les semi-conducteurs que les Chinois veulent Taïwan. Les Chinois veulent Taïwan parce que tout simplement, à l'époque de Chiang Kai-shek, etc., et quand il y avait eu la révolution chinoise, le gouvernement de Chiang Kai-shek était parti sur l'île de Taïwan. Ils avaient fondé une sorte de nouvelle Chine qui désormais ensuite s'est appelée Taïwan. Les États-Unis n'ont jamais reconnu Taïwan comme un État, donc théoriquement c'est pas normal qu'un diplomate de chez eux aille faire une visite à Taïwan, puisque Taïwan n'est pas reconnu comme un État par les États-Unis, mais en ce moment, vous voyez que c'est en train de bouger. Si jamais les États-Unis reconnaissent Taïwan comme un État à part entière, ça risque de mettre de l'huile sur le feu. Donc la clé du problème de tous les problèmes qu'il y a en ce moment, et l'escalade qu'il y a en ce moment, elle est principalement sur les semi-conducteurs et sur Taïwan. L'Ukraine, c'est une guerre entre guillemets chaude au milieu de cette grosse guerre froide, mais en soi, c'est plutôt une guerre qui assoit, on va dire, la production énergétique américaine et qui empêche le grand projet à l'époque, qui était en partie d'ailleurs le projet français, excusez-moi je m'étale là, mais du coup voilà, le grand projet français qui était une Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok, tout simplement cette idée d'un méga continent, avec de l'énergie d'un côté plus la France. On va dire que les anglo-saxons, les anglais principalement, étaient contre cette idée, les Allemands étaient pas forcément pour, et surtout bien évidemment tous les pays de l'Est qui ont, vous le savez, un passif avec la Russie, étaient bien évidemment contre également. C'était plutôt la ligne française à l'époque, ligne qu'a tenue Macron jusqu'en 2019. En 2019, il a fait son discours aux ambassadeurs qui était un petit peu la troisième voie, et vous comprenez bien évidemment que depuis à la fois le refroidissement des relations entre la France et la Russie, la guerre en Ukraine, toutes ces choses-là, désormais on les a prises, on les a mises à la poubelle, et comme disait très bien Charles Gave, avec les grosses mains grasseuses, on avait nous une forme de contact avec la Russie et de contact commercial qui était faite de vieux parchemins et de contacts commerciaux qui étaient excessivement importants. La France malheureusement a perdu cette sorte de troisième voie. Je dis pas que la guerre en Ukraine est bien évidemment fondée, etc. Tout ça n'est que folie. Mais tout ça a été poussé en grande partie également par l'intelligence américaine, au sens où, finalement, à qui profite le crime? Certainement pas à la France, mais à un moment donné, bien évidemment que les Américains qui nous vendent du GNL par bateau et qui nous vendent désormais, l'Europe est en train de vivre une crise énergétique sans précédent, affaiblit l'industrie allemande, et l'Allemagne est pourtant d'accord avec ça, relance les ventes d'armes au niveau de l'OTAN, bref, tout le monde est gagnant, à la fois Russie, Américains, cartel du pétrole. Ici, les seuls qui vont probablement en souffrir pendant un certain temps, c'est les gens qui vivent de chèque en chèque en France et en Europe. Voilà, on l'a faite courte, mais c'était, vous avez vu ici, une bonne, ma vision en tout cas de ce qu'est actuellement la géopolitique dans le monde. Rien sur Finbold, rien sur... Alors oui, hier on a eu les minutes de la Fed. Pour moi, rien de nouveau, c'est-à-dire que ce qu'il a été dit, c'est que la plupart des officiels étaient en fait finalement... il y a eu 2 ou 3 officiels qui étaient pour une hausse de 0,50 au dernier meeting, et il a été voté, vous le savez, 0,25. Donc ça, on le savait. Après les minutes de la Fed, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Elles nous ont dit que également, d'une certaine manière, c'était le combat contre l'inflation qui était important, etc. Mais en gros, le marché il y a eu un peu de vol hier vers 20h. Mais en gros, globalement, c'était un petit peu, comme les Américains disent, un nothing burger, c'est-à-dire un truc où il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est ce qu'on savait déjà. Donc rien de spécifique par rapport à tout ça, mais pas mal de volatilité sur le moment. Mais pour moi, c'est pas ça qui donne une direction, ou pas au prix. En tout cas, il n'y a pas eu. Si jamais il y avait eu vraiment une évocation de maintenant on va monter à 0,5, ou qu'il y avait une évocation de taux terminaux plus important que ce qui est déjà prévu, on aurait pu dire attention.
tout ça est baissier. Pour moi, c'est pas ça qui a fait nécessairement baisser la structure ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur Floyd Mayweather et Kim Kardashian, procès crypto? Ouais, pas grand-chose non plus. On va passer ici sur apparemment la Banque fédérale de San Francisco qui essaye de travailler sur un projet de CBDCs. On l'avait vu également, il me semble que je l'avais dit. Il y a eu une demande d'embauche qui a été postée, je crois que c'est sur LinkedIn ou Twitter ou je sais plus, pour embaucher quelqu'un par la Banque fédérale américaine qui soit un développeur crypto. Donc peut-être qu'il y a ici quelque chose qui est en train de rentrer dans les papiers par rapport à une banque centrale une monnaie numérique de banque centrale du côté des États-Unis. Ici, pas grand-chose non plus, on va passer sur ce média-là. Ici, Nvidia qui apparemment a posté ses earnings et ça s'est plutôt bien passé pour eux. En tout cas, si on voit l'entête de cet article, c'est le cas. J'ai pas fait l'analyse, moi, personnellement, directement. Voilà. Ici, minute de la fête, c'était hier. Aujourd'hui, on a la première révision du GDP, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu le chiffre de 2,9 et il va être affiné en fonction de ce qu'on a eu en plus au niveau des informations. Ça sera à 14h30 et on a 2 discours de présidents de Banque Centrale Fédérale, donc pas grand chose en gros, c'est pas du Powell, c'est plutôt ici des membres du FOMC qui vont parler. On en a encore d'autres ici, vous le voyez, demain, j'ai pas l'impression qu'il y ait du Powell non plus, mais bon, on sera attentif. En général, on va dire que ceux qui ont déjà parlé sont les plus hawkish, les plus contraignants, et ceux qui vont parler là sont les moins contraignants. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu comme ça, enfin en gros les deux, Brainard et John Williams, ceux qui ont parlé hier et avant-hier sont ceux qui sont les plus méchants. Ensuite, sur le vendredi, donc demain, on aura des informations sur l'inflation. Donc ça risque d'amener un petit peu de volatilité. Ce sera à 14h30 et on aura, vous le voyez, le PCE, donc Personal Consumption Expenditure, Core PCE et Core PCE Year over Year. On aura aussi des informations sur le marché du housing, donc de l'hébergement. Les nouvelles ventes de maisons. Donc on suivra ça de près. Ça sera pour demain. Ensuite, ici, 123 années de marché qui ont été étudiées et voilà ce qu'il faut attendre pour les 20 prochaines années. Je lirai ce truc-là et si vraiment c'est intéressant, on fera un point là-dessus demain. On va regarder la liquidité. Liquidité sur Bitcoin. Hier, on a liquidé 115 millions de dollars. La moitié sur Bitcoin, pardon, et même 80% en tout sur Bitcoin et Ethereum. Donc, vous voyez ici que au niveau de l'open interest, on a peut-être soit des altcoins qui sont moins volatiles, soit des intervenants sur le marché qui se placent plus sur Bitcoin et Ethereum que les alts. Ici, vous le voyez, on a eu ce dip. On n'a pas vraiment, vous voyez que c'était assez vide au moment où on a dip, voilà, il n'y avait pas énormément d'ordre à l'achat, donc c'est relativement normal que ça ait dip, et ça s'est arrêté finalement au premier vrai rempart, c'est-à-dire les 23 605 à ce stade. Pour le moment, on est en train de up et on n'a pas vraiment de rempart avant ce niveau des 24,5 avant que ça puisse éventuellement se retourner. En tout cas, pas d'ordre à la vente substantiel. Je vous ai dit quoi? Moi, je vous ai dit potentiellement 24,2 puis retournement. Si on reste dans cette logique éventuellement de short, vous voyez que ça pourrait éventuellement pousser un petit peu plus haut et venir prendre la liquidité au-dessus des 24,5. Et ça pourrait même traverser, Encore une fois, ici, ce qu'on donne, c'est une direction préférentielle. C'est pas du tout le scénario ultime, mais on va plutôt travailler une direction qu'une autre parce que on a vu une structure. BTC, USDT, PERP. La liquidité, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Alors, on est venu chercher ces deux niveaux. En gros, on va ici réinitialiser. Je vais remettre les niveaux, pardon. En fait, on va faire ça. Comme ça. Comme ça, je vois où j'ai fait déjà l'analyse. Et on va réinitialiser. Voilà. Donc, on est venu chercher ces deux niveaux en bas. Est-ce qu'il y a des anomalies? C'est-à-dire que là, ce qu'on recherche, c'est est-ce qu'à un moment donné, tout ne va pas dans le même sens?
Ici, plus ou moins, on voit qu'on a été shorté parce que j'ai une descente ici, le prix est plutôt à plat et l'open interest aussi à plat, mais c'est pas énorme. Ici, ça repart, vous voyez que quand est-ce que ça repart, ça je vous en ai pas nécessairement parlé, mais on casse une trend, hein, là. C'est là que ça s'accélère. Hein. Vous le voyez ici, on avait cette trend de descente qui était très propre, hein, un joli canal en descente, et au moment où on en sort, ici on a compression du prix, hein, un triangle, et au moment où on en sort, on accélère vers le haut. Là, gros niveau de longue, hein, potentiellement ici, on a beaucoup de longues qui étaient rentrées sur ce nouveau niveau-là, celui qui était ici. C'est d'ailleurs ce qui a motivé d'ailleurs mon entrée en short ratée à ce stade. En grande partie, je voyais qu'il y avait beaucoup de longues ici, donc je me suis dit, bon, c'est bon, ça va dump à partir de là. Ça n'a pas été le cas. Ici, à l'inverse, en fait, on a eu beaucoup de longues, et puis ensuite, on a eu beaucoup de shorts sur le même niveau. Alors, vous voyez que le prix latéralise, hein. Et donc là, le prix choisit une direction, il choisit de péter les shorts, il pète les shorts, à partir de là c'est normal que l'OI augmente puisque le prix liquide du short, on a peut-être on avait pas mal de longueurs, vous voyez qu'ici même quand le prix trouve son top, l'OI continue à augmenter, donc ça veut dire qu'on était longué même, y compris jusque là, donc c'est ça qui explique après le mouvement baissier. Est-ce que ce niveau là a été shorté? Pour moi non, pour moi c'est plutôt celui-ci qui désormais a été shorté. Ici. Après là, le prix descend et l'OI descend, donc c'est normal. Par contre, et le funding descend, pardon, mais par contre, j'ai une augmentation de l'OI, donc ça, c'est plutôt en train de me dire, on a été pas mal shorté. On a eu également un gros niveau de short sur ce niveau-là, donc vous voyez que ça correspond à peu près, hein, le niveau correspond à peu près à celui-ci. Donc oui, on pourrait revenir chercher effectivement les 24,6. Ici, bon le tout descend. Là, on liquide du long, donc c'est normal. Ici, on liquide fortement du long. Vous voyez qu'on est presque passé en funding négatif hein, sur ce mouvement-là, puisqu'on est arrivé au 0,035. Est-ce que depuis lors, on est plutôt longué? La réponse est oui, mais non. C'est-à-dire qu'ici, on a clôturé du short, hein, et vous voyez qu'on clôture du short, mais on accumule du contrat. Donc ça nous dit que tout simplement, on a plutôt pris du monde dans la balance. Donc oui, on peut mettre un niveau ici. Pardon. J'ai eu un spasme. On peut mettre un niveau ici en long à venir prendre. On peut enlever ces deux-là maintenant. Et mais depuis, vous voyez que comment dire, on devrait liquider ici du short et pourtant l'OI est à plat. Le funding, pardon, est à plat. Le funding, il est à plat, donc ça veut dire que ce mouvement est auto-shorté. Il va potentiellement s'auto-nourrir jusqu'à ce que le sentiment s'inverse. Mais là, pour le moment, dans le mouvement, à l'intérieur de ce petit mouvement-là, et là, vous voyez qu'on est en 5 minutes, et le mouvement est plutôt en train de s'auto-nourrir, c'est-à-dire que tout le monde essaye de shorter ce point-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant de suivre les trends. Parce qu'en ce moment, le sentiment est très volatile, on n'a pas une tendance claire. Donc du coup, c'est intéressant de déplacer votre stop loss en descente ou même de prendre des TP assez rapidement. Hein, pour ceux qui ont une autre manière de faire, moi je préfère payer les frais market et être sous la structure à chaque fois. Et puis au moment où vous avez un retournement, du coup, vous faites sortir de votre scénario. Et là, vous voyez qu'on est plutôt shorté, donc le sentiment a switché. À 22,5, le sentiment est passé short. Et donc du coup, voilà, on a ici les deux bornes. Alors malheureusement, c'est pas très parlant parce qu'on a pris la borne haute ici et la borne basse. Pourquoi? Parce que tout simplement le prix a délivré très fort. Ici sur la price action, ça devrait vous dire il faut qu'on vienne chercher ici les 24,2, qu'on vienne tester à minima le creux qui est ici, celui-là. C'est ça qu'on doit venir tester dorénavant pour voir s'il tient ou si jamais on arrive à l'enfoncer tout simplement. On sauve ça, on passe à Ether. Désolé, je voulais faire un truc court et en fait, on va encore faire une vidéo super longue. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Si c'est pas le cas, si vous voulez que je sois plus circonspect. Si vous voulez que je sois un peu plus circoncis, dites-le. Je me fais la bar mitzvah. Il n'y a aucun problème. Alors après sur Ethereum, ici on est à peu près dans la normalité. Par contre là il y a un problème, vous voyez que malgré le fait que le prix descende, le funding est en train de monter, donc on était trop shorté, on avait un sentiment qui était trop shorter, jusqu'à trop longué, pardon, excusez-moi, décidément. Problème avec les mots aujourd'hui. Ici, effectivement, on aura un niveau de longue à venir prendre, mais pour moi, il est même un peu plus haut, c'est-à-dire que là, on a liquidé... Non, on a quand même une entrée de longue, là, ici, qui est assez conséquente. On va enlever ces deux-là. Hop. On a quand même une entrée de longue qui est assez conséquente. Ici, ça se suit à peu près, hein, on est plutôt normal. Ici, c'est un peu bizarre au sens où le prix monte, mais l'OI diminue, donc on a effectivement du short sur ce mouvement-là. Le mouvement s'est auto-nourri, comme je vous expliquais tout à l'heure. Exactement la même idée. Là, on a très fortement liquidé. Vous voyez qu'on
s'arrête ici de liquider à partir de là, mais pourtant l'open interest augmente. Donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que sur cette fin de structure là, on avait beaucoup trop de longueurs qui essayaient de jouer un flag, une continuation. Donc qu'est-ce qu'a fait le prix? Bah, il est venu les chercher, bam, on les pète. Et à partir de là, pour le moment, sur la montée, vous voyez que le funding descend. Je vais y arriver, entre funding et open interest. On a peut-être un petit niveau de long là, mais il est vraiment sporadique pour moi. On va le mettre en pointillé même d'ailleurs. Voilà, comme ça. Et on est plutôt auto-shorté à ce stade-là, donc c'est pareil. La zone à venir tester, c'est 1661 pour le moment sur Ether. Si ça pète, tant mieux. On casse ça et on construit une nouvelle échelle vers le haut. Le niveau à venir chercher en bas, vous comprenez ici que c'est les 1591 et ça correspond à un niveau important par rapport à ce que je vous montrais aussi précédemment. On va juste regarder ici, est-ce qu'il y a vraiment eu du short là dans cette zone ? Non, c'est pas incroyable. On pourrait mettre un niveau entre étillé, voilà, à la limite, mais globalement, vous comprenez aussi ici que, et ça va être encore une fois une vidéo très longue, mais toute cette zone-là, ça correspond à une zone de liquidité potentiellement qui soit doit tenir, c'est-à-dire que les vendeurs vont protéger cette zone, puisqu'on est à plat là, vous le voyez, on est complètement à plat sur cette zone, on est quasiment sur une zone qui peut donner une très forte accélération si jamais elle casse. Je vous mets ce niveau-là, il est à peine à 10 $ au-dessus de l'autre, quand je suis là. Là, 10 $ sur Ether, c'est rien. Donc du coup, si on arrive à casser ce niveau-là, si on ne se fait pas rejeter par ce dernier creux là, comme ceci, si on arrive à le casser, eh ben, il y aura probablement une accélération haussière jusqu'à au moins, à minima, venir tester ce niveau-là qui lui-même est aussi à plat. Ici, on a aussi quelque chose à plat. Donc personnellement, comme je vous dis, la direction préférentielle ici, pour moi, elle est short, mais la liquidité me montre plutôt un short squeeze. On va sauver ça. Et c'est toujours la même question. Est-ce que je choisis une direction préférentielle en fonction de la structure ou est-ce que je la choisis en fonction de la liquidité? Moi, j'ai tendance à privilégier la structure. Et quand il y a une cassure de structure, à ce moment-là, je choisis une direction préférentielle qui va avec les deux. Donc, Bitcoin, vous voyez qu'on a beaucoup plus de shorteurs que de longueurs sur les 5 derniers jours, 7,32 milliards. Vous voyez qu'on a quand même ici du petit, si je vous zoome dessus, j'y arrive. On a quand même ici de la petite, c'est pas des grosses positions quoi, si vous voulez. On a que de la petite position ici qui rentre, plutôt du retail d'ailleurs en ce moment. Et puis voilà, venir chercher en haut, c'est 25, venir chercher en bas, c'est tout simplement exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire 22,8 là ici, mais on pourrait penser ici au 22,3. Donc voilà là-dessus. Sur Ether, même chose. Que des petites positions en face qui se correspondent à peu près. Le delta est très légèrement en faveur tout simplement des shorters. Alors là où c'est intéressant, c'est que on a une baisse de prix qui liquide du long, donc c'est normal que le delta soit plus important. Donc finalement ici on est un peu à 50-50 sur qui est rentré en quoi. Sur le mouvement pile-poil tout pile actuel. Sur le mouvement tout pile actuel, on est vraiment ici à 50-50 sur, vous le voyez ici, le nombre de positions qui se mettent dans un sens ou dans l'autre. Donc on n'est pas nécessairement sur un sentiment extrêmement shorter. Par contre, si je vous montre la 12 jours sur BTC, la 12 heures sur BTC, pour le moment c'est un peu la même chose. Vous voyez que soit on vient chercher les 24,6, c'est exactement ce que je vous disais, je réitère là le délire, mais soit on vient chercher les 23,4, 23,5, là où on a de la valeur, c'est exactement dans ces zones-là. Pour le moment, le prix est plutôt en train de choisir de laisser gagner les 23,5, puisqu'il en a déjà bouffé une bonne partie, peut-être qu'une partie ici même a pris profit, et en fait il est plutôt en train de se diriger ici vers les 25,2 pour le moment. Mais pour moi, encore une fois, on reste plutôt sur une direction préférentielle qui va être shorteuse, c'est-à-dire venir casser les niveaux précédents. Sur la 12 heures, en tout cas, c'est encourageant parce qu'on a effectivement des shorts qui se montent, mais on a également des longues. Sur la 7 jours, vous voyez qu'on a cette zone effectivement qui est densifiée en haut autour des 25, 26 jusqu'à 27. Dorénavant, pour moi, quand on passera vraiment dans le jaune de partout ici, ça sera un très bon signal. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une zone bien jaune, en général, on a tendance à venir la chercher. Mais attention, puisque effectivement, toute cette zone-là, bien verte, bien dense également, elle est plus proche du prix et elle semble plus appelée à la liquidation que la zone précédente. Après, est-ce que ces mecs-là, puisqu'ils sont rentrés à peu près par ici, vous le voyez, elle a densifié cette zone à peu près par là, est-ce qu'ils ont déjà TP quand on était autour des 1000 $ plus haut? Il y en a une bonne partie, en levier x100, en général x50, etc. Vous allez quand même plutôt essayer d'aller TP quand vous faites un plus 1000 $ en général. On va regarder Ether, puisque maintenant on a la possibilité de le faire, et ça c'est vraiment trop cool.
Donc la 12 heures sur Ether, bah, plus de short que de long pour moi, mais vous le voyez que c'est à peu près kiff-kiff, en tout cas depuis ce dernier plus bas là. Là on aurait eu plus de long que de short puisqu'on avait cette grosse zone de densité en dessous, mais là à ce stade c'est à peu près kiff-kiff. Et sur la 7 jours sur Ether, sur la 7 jours sur Ether, on est quand même peut-être plutôt haussier, sauf si on prend en compte que Ether doit venir faire un tour au niveau des 1005 pour nettoyer cette zone-là. Mais on reste plutôt haussier sur la 7 jours pour moi, hein, si on regarde vraiment le delta. Alors ce qui serait pas mal, c'est qu'on latéralise un petit peu dans cette zone-là, et puis qu'on se densifie plus en haut qu'en bas en fait. En tout cas, c'est psychologiquement en général plus facile de long un asset qui est en tendance daily haussière que de le shorter. Donc là peut-être qu'on aura besoin d'un dip plus important pour vraiment switcher le sentiment en short. On a du shorter ici à ce stade, beaucoup de monde qui a shorté le double top précédent. À voir sincèrement. Donc on revient sur le prix ici et on va conclure. Pour moi, à partir du moment où on a pour le moment, on est venu pas mal jouer avec la ligne de coup ici et qu'on a pété la ligne de coup ici de ce premier potentiel double top, je suis plutôt friand de faire de l'entrée en short, c'est-à-dire que là je serais plutôt friand de tenter un short ici pour venir casser plus bas, et je vous ai donné les niveaux avec des niveaux qui sont plus bas. Donc j'aurais tendance plus à jouer, on va dire, ce genre de épaule tête épaule par exemple, et ce genre de double top, comme celui-ci, le grand, que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a perdu ce point-là, qui pour moi était crucial pour continuer une ascendance. Là, on l'a perdu, donc pour moi, voilà, j'ai tendance à dire, eh ben en fait, on est maintenant dans cette structure-là, ok? Ça revient toujours un petit peu à la même chose, c'est-à-dire, si vous faites de la météo, vous aurez de bonnes chances en disant il va faire le même temps qu'hier, vous aurez de bonnes chances de tomber bon. Après, vous avez ici une carte satellite qui vous permet de dire ah ben non, en fait ça va changer. La carte satellite, c'est pour moi, pour beaucoup, la liquidité et également ce que nous dit le prix. Le prix nous donne le temps qu'il a fait aujourd'hui et la liquidité nous donne potentiellement le temps qu'il va faire demain. Donc est-ce qu'on croit la carte météo ou est-ce qu'on croit le vieil adage qui nous dit qu'il va faire le même temps que demain? Pour le moment, moi ce que je crois, c'est la structure, c'est-à-dire ici on n'a pas réussi à faire pour le moment un plus bas, mais si on y arrive, alors là pour le coup on est sûr que la direction elle est nécessairement baissière avec quelque chose qui se construit comme ci. Donc le but de ce mouvement là, ça sera de venir faire un nouveau plus bas. On est dans une logique de distribution. Si jamais on arrive à casser, eh ben tant mieux, j'essaierai de trouver un retest ici d'un point plus bas pour essayer, et donc là vous comprenez ici aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à ce point là, au 24 600, la structure potentiellement se retourne en 1 heure, donc ça c'est plutôt une chose qui serait potentiellement un peu plus bullish qu'autre chose. Voilà, vous avez les points d'invalidation, et en fait, finalement, il se trouve quelque part entre ce point-là et ce point-là, mais surtout celui-là, hein, concrètement. Vous avez ici compris l'idée. Si aujourd'hui, on arrivait à retracer, et là, on va se mettre en daily, je vais effacer ce que j'ai mis précédemment. On va enlever les dessins. Non, on va peut-être pas enlever les dessins. Si, ouais, non, c'est bien. Donc là, vous voyez qu'on accumule 3 jours de baisse assez conséquents. Si aujourd'hui, admettons, le prix se retourne et qu'il arrive à reclôturer au-dessus des 24,5, c'est un signal très important. Vous voyez que en gros, c'est plus ou moins ce qu'on avait fait, je pense, après dans la nuit, hein, là. Hein. Mais si on arrive à faire une bougie blanche ici qui clôture et qui englobe la totalité de la baisse de cette bougie-là, et là pour le coup on regarde plutôt la price action au niveau des bougies, ça serait un signal très intéressant. Si aujourd'hui on clôture au-dessus des 24,5, on aura vraiment une engulfing, une bougie d'avalement qui pourra nous dire ah ça y est, c'est reparti vers le haut. Si c'est pas du tout le cas, là vous voyez qu'on est autour de 24, donc on a 500 $ encore à faire et une clôture à pratiquer ce soir à 1h du matin au-dessus. Si c'est pas le cas et que en fait la bougie elle nous donne plutôt ce genre de bougie d'indécision, c'est-à-dire on est allé en bas, on est allé en haut, mais le corps de la bougie, l'ouverture clôture, elle se fait au milieu. Là, c'est plutôt des bougies d'indécision. Ici aussi, on peut éventuellement voir, alors là, c'est pas extrêmement propre, il aurait fallu qu'il y ait une queue plus importante ici, mais ça, on peut appeler ça les 3 petits soldats. En général, quand vous avez ça sur la fin d'un mouvement, ça peut être le signal que le mouvement s'arrête. Bon, voilà, globalement, non, on n'en a pas ici... J'essaierai de vous en trouver pour
peut-être voilà ici, là, ces 3 là, mais c'est pareil, c'est pas extrêmement propre. Ces 3 là qui disent, ah, on a 3 jours de baisse consécutive avec des bougies, avec un corps et ici, voilà, vous le voyez, des tiges, quoi. On a 3 haricots verts d'un coup. 3 haricots verts, c'est personnel, hein, ne sortez pas ce truc dans les dîners de famille parce que, et ben du coup, vous voyez qu'effectivement derrière, on a eu une baisse qui était plus importante que ça. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, retrouvez-nous sur le Discord dont le lien est en description, désolé c'était encore une fois un petit peu long mais parce qu'on est parti un peu en sucette sur la géopolitique etc. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas de sujet, finalement peut-être qu'il y avait un sujet là-dedans. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de price action aujourd'hui, donc on a fait beaucoup d'études de tout simplement comment se fonde la structure et quelle est plutôt la structure à suivre. Vous pouvez ici, vous avez des manières différentes de faire, là je vous montre la mienne, mais sincèrement vous pouvez tout à fait avoir une manière de dire, moi je vais suivre que la 15 minutes par exemple, et peut-être que ça va bien vous sourire d'une manière générale. Il n'y a pas ici de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais il y a une bonne ou une mauvaise manière d'avoir un plan et de s'en tenir à un plan. Concrètement, et ici surtout, vous comprenez qu'il y a des niveaux qui sont extrêmement importants, dans la mesure où on continuait à monter, et c'est pour ça que j'ai au départ eu tous ces scénarios autour d'un triangle, etc. Dans la mesure où si on avait réussi et continué à monter ici et à compresser contre ce niveau-là qui est important à passer, à ce moment-là, je cherchais plutôt du long. Dans la mesure, au moment où on perd ici ce niveau-là, alors là on va se mettre un petit peu, au moment où on perd le niveau ici qui est là en fait, voilà celui-ci. Au moment où on perd celui-là, pour moi, on a en fait un revirement qui doit se faire tout simplement en privilégiant plutôt le scénario d'un double top et d'un prix qui vient enfoncer et retester le plus bas précédent ici dans ces zones-là, vous le voyez, plutôt que tout simplement essayer de chercher à tout prix du long. Maintenant, bien évidemment, si on arrive à péter ça, il va y avoir une très forte accélération haussière parce qu'on a un paquet de ondes au-dessus et qu'il va y avoir une cascade de liquidation. Mais maintenant, les accélérations de prix, si vous suivez la chaîne, vous savez les capter, vous savez les voir avant, et donc du coup, et si jamais à ce moment-là, il faut être en long au moment où ça casse, vous saurez être en long au moment où ça casse. Je vous laisse là-dessus, passez tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En général, j'attends l'ouverture des marchés, donc 15h30 pour faire ma vidéo. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai trop de trucs à faire dans la journée pour attendre, donc du coup, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais pas être trop présent sur le Discord cet après-midi parce que j'ai plein de trucs à faire à l'extérieur, mais on se retrouve, pour ceux qui sont sur le Discord, plutôt en soirée. Je vous souhaite à tous, encore une fois, le Discord, une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Ah, j'ai oublié la question à la con. La question à la con, merde. Alors, la question à la con, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo, à chaque fois, j'essaie de poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui, du coup, nous permet de converser de choses et d'autres. La question à la con du jour sera, est-ce que vous êtes du genre à connaître la différence entre un DisplayPort comme ceci et un HDMI comme cela. Voilà. Est-ce que vous connaissez les différences technologiques? Parce que personnellement, j'en sais rien. J'ai changé mes écrans parce que les autres m'éclataient les yeux. Donc j'ai changé mes 2 écrans et je sais pas lequel mettre. Donc si vous connaissez la différence, aidez-moi. Est-ce que je mets plutôt le HDMI ou est-ce que je mets plutôt le DisplayPort pour brancher un écran supplémentaire? C'est tout pour moi, portez-vous bien, on se retrouve demain, à bientôt.